Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un update lecture dans lequel je vais vous parler du deuxième tome des Mondes d'Ewilan, du troisième tome de la saga Anne, de l'épouse de bois et enfin du dernier tome des Mondes d'Ewilan. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec le second tome de la trilogie Les Mondes d'Ewilan qui est intitulé L'œil de Tolep. C'est toujours écrit par Pierre Bottero et c'est publié chez Rajo. Ce second tome se déroule quelques semaines après les événements du premier tome et ici Ewilan a été sauvée de l'institution et elle est rentrée dans son monde accompagnée de Ilian, le jeune garçon à l'origine quelque peu inconnu. Alors que notre protagoniste poursuit sa scolarité, un événement va venir bousculer son quotidien puisqu'une étrange entité a envahi l'imagination, empêchant ainsi chaque personne dotée de ce pouvoir de l'utiliser. En parallèle de cela, Ewilan et ses autres camarades vont partir en voyage jusqu'à la cité-état de Valangai afin de reconduire Ilian auprès des siens. La lecture du premier tome avait été une expérience en demi-teinte. C'était bien mieux que la quête d'Ewilan où je ne pouvais encadrer aucun personnage si ce n'était Salim et Elana, mais il y avait quand même des longueurs, des intrigues qui menaient à des impasses et qui n'apportaient pas grand-chose à la résolution finale. Toutefois, je sentais que les tomes suivants ne pouvaient que se bonifier et j'ai eu raison. On n'est toujours pas au niveau du pacte des marchands, mais j'ai passé un bon moment de lecture dans l'ensemble. L'intrigue était agréable à suivre, j'ai beaucoup aimé la multiplicité des points de vue, l'esquisse des intrigues secondaires qui, là, servent le récit et permettent d'étoffer l'univers, de mieux comprendre certaines institutions ou certaines factions importantes dans ce monde. Malgré tout, on a quand même quelques longueurs et l'élément central du roman tarde un petit peu à arriver. Ça m'a généré un peu de frustration puisque quand j'avais l'impression qu'on allait enfin repartir en voyage et commencer la grande quête du livre, il y avait toujours un élément qui retardait ce départ. Par contre, si l'intrigue a été agréable à suivre, je dois dire que je n'ai pas été surprise et qu'il y a certains éléments dramatiques que j'ai vu venir sans aucun problème. Heureusement que c'est un roman de fantasy et non pas un polar ou un thriller parce que là, les indices sont tellement évidents que personne ne peut passer à côté. Là où l'auteur a fourni un certain travail, c'est dans l'évolution et la nuance des personnages. Dans la quête d'Ewilan, tout était très manichéen. Soit on était gentil sans aucune faille ni aucun défaut, ou alors on était méchant et rien de plus n'était développé. Tout le monde rentrait dans des carcans bien définis et surtout ultra rigides, ce qui donnait des personnages insupportables, caricaturaux et vraiment risibles. Or, on sent que l'auteur a vraiment mis un point d'honneur à faire évoluer ces personnages, à leur donner des relations plus réelles et beaucoup plus complexes. C'est peut-être un détail, mais pour moi cet exemple démontre tout le chemin parcouru dans le premier tome de la quête d'Ewilan. L'intimité n'existait tout simplement pas. Toute la bande était heureuse toute la journée d'être ensemble et en redemandait sans cesse. Et bien dans ce second volet des Mondes d'Ewilan, le fait d'être tout le temps les uns sur les autres, de scruter et analyser les mouvements de tout le monde, crée des tensions et certains personnages vont demander à être seuls ou plus éloignés du camp lors des moments de pause. Ça n'entache en rien leur camaraderie et les liens d'amitié qu'ils ont, mais vouloir passer un peu de temps à l'écart et profiter d'un moment d'intimité était nécessaire pour certains personnages et c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Un autre détail qui a de l'importance à mes yeux, on donne enfin un background à l'antagoniste. C'est plutôt léger, mais comme ça n'avait jamais été abordé auparavant, j'estime que c'est un vrai grand pas en avant. Ici, les protagonistes se posent enfin la question de savoir ce qui a bien pu se passer pour que ce personnage devienne leur ennemi, quel a été le point de bascule et ça démontre qu'enfin on voit le monde avec un peu plus de nuances. Parlant de nuances, j'ai vraiment apprécié le personnage d'Ewilan dans ce tome. Certes, elle reste une Marissou au pouvoir surpuissant, mais elle a gagné en maturité et en profondeur. Elle sort aussi de son carcan de jeune fille adulée puisque ses compagnons de route osent enfin marquer leur désaccord face à des décisions qu'elle peut prendre. Décisions purement égoïstes, mais on pouvait être sûr que si ça s'était passé dans la quête d'Ewilan, tout le monde aurait dit « Oh oui, Ewilan, on t'écoute, tu es le messie ». Et ça va être ainsi pour tous les personnages principaux. Ils vont enfin s'échapper de leur rôle prédéfini et agir avec plus de naturel, ce qui manquait cruellement dans la première trilogie.
Le style d'écriture ne cesse de s'améliorer et je retrouve vraiment la plume poétique de l'auteur. Bref, c'est vraiment un tome qui gagne en maturité, en profondeur et qui se rapproche de plus en plus de ce que l'auteur a pu faire dans la trilogie du Pacte des Marchands, mais également dans ses autres livres. Et même si c'était pas toujours parfait, eh bien j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai terminé l'année 2023 en lisant le 3e tome de la saga Anne, ici Anne de Redmond, qui est écrit par Lucie Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises du tome 2 Anne d'Avonlea et vous pouvez revisionner mon avis grâce à la vidéo qui apparaît dans le petit i. Dans ce 3e tome, nous suivrons toujours Anne, qui est désormais âgée de 18 ans et qui va pouvoir intégrer l'université de Redmond afin de suivre un cursus en art. À Redmond, elle va nouer de nouvelles amitiés, vivre la vie estudiantine et pourquoi pas vivre une histoire d'amour. Jusqu'ici, c'est peut-être le tome qui m'a le moins plu et le moins convaincu, même si j'ai passé un agréable moment de lecture et que j'ai très envie de poursuivre cette saga. Je vais peut-être commencer par l'histoire que j'ai trouvée plus mélancolique et plus pesante que d'ordinaire. Ce changement de ton m'a beaucoup perturbée puisque, selon moi, Anne, c'est une saga littéraire qui respire la joie de vivre, la bonne humeur, et ici, c'était pas du tout le cas. Des événements très tristes vont parsemer le récit et l'autrice ne va peut-être pas s'attarder dessus, mais tout ça contribue à l'ambiance plus morose de ce tome. J'ai aussi eu un peu de mal avec certaines parties de l'histoire. C'est toujours raconté sous la forme d'épisodes choisis et normalement c'est un format que l'autrice maîtrise. Mais là, j'ai eu l'impression que c'était un peu brouillon, un peu confus et qu'elle ne savait pas quand arrêter son chapitre. On a de nombreux chapitres qui auraient pu être davantage développés. Par contre, j'ai beaucoup aimé voir les prémices de la carrière littéraire de Anne. Enfin, carrière c'est un bien grand mot, mais je serais curieuse de voir ce que ça peut donner pour la suite. Une autre chose qui m'a un petit peu chagrinée, c'est la transparence de notre protagoniste dans ce tome. Personnellement, je dis toujours que la grande force de ce roman, ce n'est pas son histoire, mais c'est Anne. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est un de mes personnages de fiction préférés. Je la trouve intelligente, sensible, lumineuse, douce. Et bien, à mon plus grand regret, je n'ai pas retrouvé la Anne des précédents volets dans ce 3e tome. Elle m'a paru plus effacée, plus renfermée sur elle-même, un peu moins rêveuse. Et donc, d'autres personnages lui ont pris sa place, sont venus sur le devant de la scène et l'ont occultée. C'est certain que ces personnages avaient besoin de place pour évoluer et pour se développer, mais les voir mis en avant et voir Anne aussi effacée, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Déjà dans le tome 2, je trouvais que Anne n'était pas toujours sur le devant de la scène et paraissait être plus en retrait. Mais ici, cette sensation, elle s'est décuplée et j'ai eu vraiment du mal à apprécier les nouveaux personnages à leur juste valeur. Bon, j'ai quand même réussi à m'attacher à eux, mais il m'a vraiment fallu du temps. En ce qui concerne l'écriture, elle m'a paru moins naturelle que dans les précédents tomes. Je pense que ce qui m'a gênée, c'est la multiplication des citations dans la narration et dans les dialogues. L'autrice faisait quelquefois référence à d'autres textes, des poèmes, des discours, mais dans Anne de Redmond, c'est un processus d'écriture récurrent et ça m'a vraiment frappée. L'autrice sait écrire. Elle a une plume très lyrique, très onirique, mais absolument pas snob, alors pourquoi ce livre est rempli de mots qui ne sont pas les siens? C'est tellement dommage et ça a un impact négatif sur le roman car à mes yeux certains passages sonnent avec moins de justesse et de pertinence que ce à quoi j'avais été habituée. Malgré un sentiment en demi-teinte, j'ai toujours envie de découvrir la suite des aventures de Anne et j'ai tellement hâte de pouvoir me procurer Anne de Windy Willow qui est tout simplement sublime. Je poursuis avec ma toute première lecture de l'année 2024 qui a malheureusement été un flop, L'Épouse de bois de Terry Welding, édité par la maison d'édition Les Moutons électriques. L'Épouse de bois, c'est un roman fantastique dans lequel on va suivre le personnage de Maggie Black, une journaliste et essayiste qui entretenait une relation épistolaire avec un poète qui a eu un certain succès. Ce poète, c'est Davis Cooper. Il vient donc de décéder dans d'étranges circonstances et dans son testament, il lègue la maison située dans le désert de l'Arizona à Maggie et cette dernière qui vivotait un petit peu de gauche et de droite décide de s'y rendre afin de trouver des éléments intéressants pour écrire la biographie du poète. Sauf que d'étranges événements se produisent près du domicile de Cooper et ceci pourrait bien avoir un lien avec sa mort.
C'est un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis quelques années et que j'avais reçu dans un swap ayant pour thème la diversité dans la littérature SFFF. À l'époque, il me faisait très envie et puis, comme c'est un roman qui fait partie de ma propre collection, il n'a jamais eu la priorité par rapport aux livres que j'emprunte en bibliothèque et j'avais un peu oublié son existence jusqu'en fin d'année 2023 où mon intérêt pour celui-ci s'est ravivé. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout et je suis extrêmement déçue par ce roman. Tout d'abord, l'histoire est très mal construite et vous n'aurez jamais de réponse à vos questions, ni même une esquisse, un début d'hypothèse. Je pensais lire un roman avec une enquête dans un milieu fantastique, et bien ces passages ont finalement peu d'intérêt et l'autrice va surtout mettre en avant les liens, la construction des relations entre les différents personnages et le passé de ceux-ci, ce qui a pour effet d'alourdir le récit et de donner l'illusion que les personnages ont de la profondeur. L'enquête, elle, sera mal gérée de bout en bout. Par moments, elle sera complètement absente du récit, comme si les personnages avaient oublié leur but premier, et à d'autres moments, elle prendra tout l'espace sans pour autant être impactante. On n'aura aucun indice que des lettres qui brasent un petit peu du vide et qui ressassent sans cesse les mêmes éléments. On n'aura jamais un juste milieu ou une présence constante de l'enquête. Les scènes n'ont pas de lien logique entre elles. Elles sont par moments inabouties, trop confuses, et on jongle avec des moments qui n'auront pas de résolution satisfaisante, voire aucune conclusion du tout. Les éléments fantastiques auraient pu être bien gérés car ils sont assez originaux, mais finalement ils sont sous-exploités et n'ont pas de réelle importance dans ce récit, si ce n'est faire des apparitions et vivre des événements qui ne sont pas liés du tout à l'intrigue de base. Et pourtant, je me suis vraiment accrochée jusqu'au bout, parce que quand l'autrice remettait l'enquête sur le devant de la scène, j'étais happée, j'élaborais des théories, je me sentais investie dans l'histoire. Mais c'était éphémère et j'espérais que le roman quitte sa trajectoire pour enfin parler de la mort mystérieuse du poète, de l'élaboration de théories par rapport à cette mort mystérieuse, etc. Sauf que à 80 pages de la fin, je me suis rendu compte que ça n'irait jamais dans ce sens-là. Et puisque je l'avais presque terminé, je me suis dit que j'allais lâcher en accéléré et ne pas l'abandonner maintenant. Évidemment que les personnages n'ont pas sauvé le récit, ils étaient rigides, froids, détachés et j'ai jamais réussi à m'attacher au personnage de Maggie qui m'a laissé totalement indifférente. De même pour le personnage de Dora, ce qui est quand même dommage parce que on aurait pu avoir des personnages féminins assez intéressants, mais je me suis sentie très loin d'elle, notamment à cause du manque de réaction et de naturel de Maggie. Ce personnage a une attitude nonchalante, inexplicable et le fait qu'elle ne réagisse que très peu et ne se pose que peu de questions face à des phénomènes fantastiques qu'elle n'est pas habituée à vivre m'a surprise. D'autres personnages prennent un peu trop de place dans l'intrigue alors qu'ils ne servent strictement à rien, comme l'ex-mari de Maggie, Nigel, qui est terriblement envahissant et crispant. Après, les personnages secondaires sont un peu mieux travaillés, mais ils ne m'ont pas paru plus humains pour autant, et leur destin m'indifférait totalement. Et finalement, le style d'écriture est maladroit, très lourd. Au lieu de se concentrer sur la création d'une ambiance à part entière et de décrire l'univers et de faire transparaître la présence permanente du désert et de développer l'aspect fantastique du roman, l'autrice prend plutôt son temps pour décrire les vêtements de chaque personnage, les bars où les personnages vont boire un verre, les voitures, et ça en laissant de côté l'essentiel. Seules les parties liées à la correspondance m'ont vraiment plu. Si je devais conclure en qualifiant avec un seul mot ce roman, je dirais maladroit. Je pense sincèrement que si l'autrice avait concentré ses efforts en travaillant son ambiance, le fantastique et l'enquête, j'aurais eu droit à un bon divertissement. Malheureusement ici, c'était vraiment pas le cas et c'est tout à fait dommage. Le dernier livre de cette update lecture sera donc le 3e et dernier tome des mondes d'Ewilan, à savoir Les Tentacules du Mal. C'est toujours écrit par Pierre Bottero et publié chez Rajo. Dans ce dernier tome, nos protagonistes sont partis vers la cité-état de Valengai afin de conduire Ilian auprès des siens et de retrouver également les parents d'Ewilan partis en mission diplomatique avant les événements du premier tome de cette nouvelle trilogie et également espérer combattre la Méduse qui a envahi l'imagination et coupe tout accès à ce pouvoir. Sauf qu'une fois sur place, ces derniers sont pris dans différents conflits politiques des cités-états et que les Valenguites sont prêts à invoquer la Méduse pour la faire quitter la dimension de l'imagination et la faire rentrer dans notre monde. Je pense que les conclusions qui s'imposent à moi sont tout d'abord que j'ai vraiment bien fait de poursuivre cette saga, de repérer le potentiel qu'elle avait et de persévérer parce que j'ai passé un très bon moment.
Et la seconde chose, c'est que cette saga, cette deuxième trilogie, était absolument nécessaire pour aller plus loin et vraiment faire quelque chose de bien pour cet univers et ses personnages. Ce troisième tome montre que tout avait besoin de prendre de l'ampleur, que ce soit l'intrigue, l'univers ou encore les personnages pour devenir ce que cette histoire aurait dû être dès le départ. Je vais commencer par parler de l'univers que j'ai trouvé très bien travaillé, très bien pensé, et j'ai surtout aimé le fait que les informations soient distillées par différents biais, comme les petites citations en début de chapitre. C'est un procédé très intelligent et qui évite d'être assommé d'informations qui ne seront pas forcément utiles. Je suis également convaincue que le fait de rester dans le monde étendu de Gwendalavir et de ne plus voyager entre notre monde et cet univers a joué un rôle non négligeable dans le développement et le travail de l'univers. J'ai aussi beaucoup aimé l'intrigue de ce troisième tome, c'est rythmé et très combatif, donc on ne s'ennuie pas un seul instant. Toutefois, j'aurais aimé que certains passages durent plus longtemps et soient un petit peu plus développés parce que de nombreuses scènes s'enchaînent et parfois on n'a vraiment pas le temps de digérer ce qui arrive et de comprendre les différentes implications qu'on passe déjà à la suivante. Et il y a une chose qui m'a parfois sorti du récit et que j'ai trouvé un petit peu mal amenée et mal gérée, ce sont les touches d'humour omniprésentes. J'ai trouvé que ça venait casser de façon très abrupte des scènes avec de la tension qui était nécessaire à l'intrigue. On oscille entre des passages tendus et remplis de suspense et des moments avec des blagues, des petites piques, de la franche camaraderie et j'ai trouvé ça dommage de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas approfondir davantage les moments de tension dramatique. Mais pour moi, l'évolution la plus flagrante, elle est dans le travail des personnages et je suis vraiment ravie de voir ce que sont devenus les différents personnages et le chemin qu'ils ont parcouru. Au tout début, dans la quête de Willan, les personnages étaient unidimensionnels et répondaient à des carcans bien définis et ils ne les dépassaient jamais. Et Willan était l'héroïne Marisou parfaite, Edwin était le chevalier courageux et vertueux, ou encore Elia était simplement l'antagoniste qui était là pour être méchante. Seuls Elana et Salim trouvaient grâce à mes yeux parce qu'ils étaient bien plus nuancés et semblaient porter le récit à eux seuls. Et petit à petit, je les ai vus dépasser les rôles que l'auteur leur avait attribués. Ils sont devenus plus complexes, plus gris. Ils ont commencé à agir normalement, à faire des erreurs, à exprimer des sentiments plus négatifs, à se remettre en question aussi, ce qui n'était jamais arrivé dans la première trilogie. Moi qui ne supportais pas Willan, j'ai appris à l'apprécier. Il est clair qu'elle reste par moments une Marisou insupportable, mais j'ai réussi à m'attacher à elle, à la comprendre, à avoir de l'empathie et de la compassion. Et ça, c'est grâce au fait que l'auteur a mis ces différents personnages dans des mauvaises postures, qu'il les a mis en danger et qu'il les a rendus plus réalistes. Et par conséquent, plus intéressants. J'en avais vraiment marre des personnages parfaits, pétris d'honneur et de vertu et qui ne commettent jamais la moindre erreur. L'auteur avait besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière et le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances. En ce qui concerne le style d'écriture, je l'ai trouvé plus agréable à lire, beaucoup plus fluide et la poésie caractéristique de Pierre Bottero ressortait de plus en plus, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Donc si vous avez lu La quête des Willan et que vous hésitez à vous lancer dans les mondes des Willan, je ne peux que vous conseiller de vous lancer. On ne peut tout simplement pas se cantonner à la trilogie de la quête, surtout si on aime l'univers, qu'on a envie de voir des personnages plus nuancés sous un autre jour et qu'on souhaite avoir des réponses bien plus complètes et nuancées à nos questions. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie d'échanger là-dessus avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.